Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h sur RTI1. Voici les titres de votre édition. Des experts issus des pays membres de la CEDEAO viennent de se réunir à Abidjan. Une rencontre pour renforcer leurs capacités sur le commerce international des services. La formation leur a permis d'analyser l'état des statistiques du commerce international dans la zone ouest africaine. Le Forum des droits de l'homme réfléchit sur les catastrophes naturelles et leurs conséquences. C'est le 15e forum qu'organise la Commission nationale des droits de l'homme. Elle veut apporter des réponses durables au phénomène des catastrophes naturelles. Aux États-Unis, l'ouragan Harvey se déchaîne sur la côte du Texas avec des vents extrêmement violents. Plusieurs blessés ont déjà été recensés. L'état d'urgence a été décrété au Texas. Les populations sont invitées à faire preuve de la plus grande prudence. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous recevrons un écrivain ivoirien, Désiré Angoura, lauréat du Grand Prix national Bernard Dadier de littérature 2016 avec son œuvre Montezo, l'honneur de la tribu. C'est le deuxième volume d'une trilogie sur la gestion du pouvoir en Afrique. Romancier Nzasaïs, comme il se fait appeler, Désiré Angoura a décidé de dire l'Afrique à sa manière, avec des mots à la fois doux et airs. Il plonge le lecteur dans l'Afrique politique des années 90. Montezo, l'honneur de la tribu, l'œuvre donc que nous allons décrypter avec notre invité. Bonsoir, Monsieur Angoura. Bonsoir, Marie-Laure. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez décidé de dire l'Afrique à votre manière, de parler de la gestion du pouvoir. La gestion du pouvoir est une chose essentielle. Il est bon que nous en parlions parce que c'est avant tout notre affaire. Et nous allons en parler dans quelques instants. La suite, donc, c'est dans la page culture. Ce sera dans une trentaine de minutes. Tout d'abord, voyons la rencontre des experts issus des pays membres de la CEDEAO à Abidjan. Ils viennent de suivre une formation sur le commerce international des services. Cette initiative de la CEDEAO a permis à ces experts d'analyser l'état des statistiques du commerce international dans la zone ouest africaine et de proposer un cadre harmonisé de leur gestion. Jean-Luc Bambo. Malgré un apport estimé en 2015 à près de 50% dans la formation du produit intérieur brut de la CEDEAO, le secteur des services souffre d'une absence de données statistiques. Les statistiques liées notamment à l'accès aux services de transport ou de télécommunications restent encore mal circonscrits. L'atelier d'Abidjan vise donc à mettre en place au sein de la CEDEAO des statistiques fiables. Il est indispensable de disposer de statistiques fiables et comparables. Ces éléments du savoir nous permettent de dresser l'état de la société, de mesurer ses transformations et d'envisager ses évolutions. La Côte d'Ivoire, en tant qu'État membre de la CEDEAO, attend beaucoup de cette session de formation. Vos travaux pourraient aider à identifier les contours du secteur des services de la région, cerner les contraintes de la collecte des statistiques des services, proposer les voies et moyens permettant de les lever, doter la région d'outils adéquats pour la collecte des données et mettre en évidence un cadre approprié de collaboration au niveau régional pour le développement des statistiques des services. Cette rencontre organisée en partenariat avec l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement est une étape importante dans l'harmonisation des statistiques et la formulation d'une politique commerciale régionale. La coopération transfrontalière entre les collectivités de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso bénéficie désormais d'un programme d'aménagement transfrontalier. Le coût est estimé à 3 milliards de francs CFA et les acteurs de cette coopération doivent valider les projets. Ils étaient donc en visite de terrain hier à Niélé. Chaltatou nous en dit plus. Les villes frontalières, notamment de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso, pratiquent désormais une coopération transfrontalière locale. Il s'agit des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Quand vous prenez une frontière, c'est le même peuple, souvent la même famille. Quand je prends le cas de la Bago et de Sikasso, le matin, côté Tengrela, côté Débété, côté Kapapara, côté Kanakono, des paysans ivoiriens qui ont leurs champs au Mali, des paysans maliens qui ont leurs champs au Burkina. On veut vraiment que les peuples revivent comme ils vivaient par le passé.
Premier fruit de cette coopération, la mise en œuvre d'un programme d'aménagement transfrontalier. Il est accompagné par l'UEMOA et la Suisse. Nous avons une liste de projets qu'on va discuter avec les communes concernées. On peut imaginer que sur les 800 km de la frontière, il y aura peut-être 25 à 30 projets. Habituellement, on s'attaque aux grandes villes, mais cette fois-ci, la Commission voudrait descendre au niveau de la base. Parce que nous pensons que si nous développons ces zones transfrontalières, nous arrivons vraiment à toucher l'essentiel de l'intégration. Si nous avons réussi cette première phase avec 3 milliards, la coopération suisse dit je vous mets en place 10 milliards. Et dans le cadre de politique de descente à la base, plusieurs bailleurs de fonds sont en train de venir. Cet instrument de développement et de coopération suscite des missions de terrain. Cela en vue d'analyser les potentiels et les besoins de chacun des espaces. La ville de Niélé vient d'abriter la 3e mission. Elle porte sur la validation des projets pré-identifiés. Avec ce projet-là, ça va diminuer tout ce que nous pensons comme litige de part et d'autre. Les petits bagarres et autres. Nous faisons frontière avec le Diawala. Donc à la saison pluvieuse, il n'y a pas de voie. Donc si on pouvait faire un pont là, vraiment ça pourrait beaucoup nous soulager. Un atelier à Niélé et 2 autres à Finkolo, Mali et à Niangologo, Burkina Faso. Des ateliers suivis, des visites des espaces des projets ont ponctué la 3e mission des acteurs de l'Union transfrontalière des collectivités de l'espace Escabo. Le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme vient d'initier une formation sur le nouveau système d'archivage numérique des données. Ce système d'archivage a pour objectif de sauvegarder les données en cas de cambriolage dans les services des organisations des droits de l'homme. Près de 25 organisations et ONG ont pris part à cette formation. Frédéric Olaï, Franco-Adio. Des images de bureaux cambriolés. Elles ont été prises en mai 2015 au siège du Mouvement ivoirien pour la défense des droits humains MIDH et en octobre 2016 au siège de l'Organisation Action pour la protection des droits de l'homme APDH à Adjamé et à Cocody. Ces attaques dans ces locaux ont causé la perte de documents administratifs. Conséquence, le premier cambriolage que nous avons eu en 2015 a engendré beaucoup de préjudices en termes de perte de données parce qu'on conservait des données sur un ordinateur central et l'unité centrale a été emportée. Donc tout de suite on a commencé à s'interroger, à voir est-ce qu'il ne fallait pas améliorer le système de conservation des données. Dans des tiroirs ou encore dans des casiers de bibliothèque, des documents confidentiels mal sauvegardés. La conservation du fichier administratif, voire d'informations sensibles en matière de droits de l'homme, est une réelle difficulté. Le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme forme donc les organisations et ONG en charge de la défense des droits de l'homme. Le renforcement de capacité se situe au niveau de la sécurisation des informations de ces organisations-là. Parce que ces organisations travaillent sur des questions sensibles et donc ont besoin que leurs données soient protégées. Une formation financée par l'USAID et plusieurs partenaires désireux de travailler à la sécurisation des données recueillies. Une initiation au système d'archivage numérique bien perçue. Nous pouvons retenir que c'est une valeur ajoutée pour les défenseurs des droits de l'homme qui travaillent dans la recherche des informations. Mais une chose est de rechercher les informations, une autre chose est de parvenir à les sauvegarder. Cette méthode moderne d'archivage des données, une sécurité pour la conservation des dossiers confidentiels. Nous trouvons que cette formation est vraiment la bienvenue puisqu'elle pourra nous permettre d'entrer dans une autre dimension de la conservation de nos données. Environ 25 structures de défense des droits de l'homme formées à la maîtrise de ce nouveau système d'archivage numérique. Le Forum des droits de l'homme réfléchit également sur les catastrophes naturelles et leurs conséquences. C'est le 15e forum qu'organise la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La commission, appuyée donc par le gouvernement, veut apporter des réponses durables au phénomène des catastrophes naturelles, comme nous l'explique Abou Sanogo.
La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire porte une attention à la question des catastrophes naturelles en y consacrant la 15e session du Forum des droits de l'homme autour du thème « Les réponses apportées par le gouvernement et l'Office national de la protection civile ONPC au phénomène des catastrophes naturelles et leurs conséquences en Côte d'Ivoire ». Il y a une catégorie de droits de l'homme, des droits de solidarité, qui traite des questions d'environnement. Et donc, c'est des questions de droits de l'homme. À partir du moment où il y a des morts, et donc la Côte d'Ivoire a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Donc, c'est une question de droits de l'homme. À cette rencontre périodique de communication, la première portant sur la politique de construction et d'urbanisation en Côte d'Ivoire face aux inondations, présentée par le directeur général du logement et du cadre de vie au ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Nous mettons en place des dispositions pour amener les populations à comprendre qu'elles n'ont pas intérêt à adopter certaines attitudes qui peuvent nuire à nos ouvrages. La seconde communication a porté sur le rôle de la protection civile dans la réduction et la prévention des catastrophes en Côte d'Ivoire, présentée par le lieutenant-colonel Fanoux de Clarence, responsable de la formation de l'Office national de la protection civile. Il faudrait que chaque citoyen soit formé au secourisme ou ait des notions. Voilà, d'abord, une autoprotection. Dès qu'il y a un danger, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, il faut protéger. Ensuite, appeler les secours, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. L'objectif de cette 15e session est d'envisager un plaidoyer solidaire pour une meilleure gestion des catastrophes naturelles auprès des autorités. Ainsi, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur en capacité de faciliter une consultation entre les acteurs nationaux qui interviennent dans l'assainissement et la gestion des catastrophes naturelles. La ministre Mariatou Koné prône la cohésion sociale et la solidarité dans la région de la Bagoué. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a sillonné des villages pour sensibiliser les populations. Elle a également exprimé la solidarité du gouvernement aux familles qui ont perdu des enfants en décembre dernier dans un accident de la circulation. Zoro Corona, Kwadio Kwame de RTI Boaki. Construire une nation forte et prospère par la cohésion sociale et la paix. Mission que s'est assignée la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Mariatou Koné sillonne la région de la Bagoué pour prôner la cohésion sociale et le vivre ensemble. Vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara. Les villages de Saint-Pouergo et Tombougou, Samagosso, dans le département de Boundiali, ont été visités par Madame la ministre. À Saint-Pouergo, Mariatou Koné est venue apporter le soutien et la compassion du gouvernement aux 6 familles qui ont perdu 6 petites filles en décembre dernier dans un accident de la circulation. À Tombougou, Samagosso, il a été question d'appeler les populations des villages de Tombougou et de Samagosso à travailler dans la cohésion afin de bénéficier des projets de développement du gouvernement. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a donc exhorté les populations à inclure la paix et la cohésion sociale dans leur quotidien. Je saisis cette occasion pour demander à nos mamans, à nos sœurs et à nos filles d'être des artisanes de cohésion et de paix, d'œuvrer toujours à rapprocher les hommes, car c'est seulement dans la paix que nos conditions de vie peuvent être améliorées. L'initiative de promouvoir la paix et la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire unie a eu l'adhésion des populations. La cohésion sociale est très importante. Nous devons tous œuvrer dans le sens de la cohésion parce que c'est ce qui va nous permettre de développer davantage notre village. Les femmes et les élèves des villages visités ont reçu l'appui du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Des kits scolaires et des maternités ont été distribués. Et ici à Abidjan, l'état-major général des armées récompense les lauréats du défilé militaire du 7 août dernier. Des prix ont donc été décernés aux meilleures unités au défilé de l'indépendance. Et cette année, le premier prix a été attribué à la brigade féminine de la police nationale. Le témoignage d'Abou Sanogo. Les lauréats du défilé du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire récompensés à l'état-major général des armées
Sur 48 détachements qui ont pris part à cette édition, 3 détachements ont été classés en tête avec 3 prix ordinaires et un prix spécial. Ainsi, la commission de notation composée de membres de toutes les unités ayant participé au défilé a pu évaluer lors des différentes prestations l'alignement dans les rangs, la distance entre le chef de détachement et la troupe, le salut du chef de détachement et la présentation de la troupe. À l'issue, le 3e prix est revenu au Centre interarmé de formation initiale militaire de Séguéla, le 2e prix à la section féminine de l'armée de terre et le 1er prix à la brigade féminine de la police nationale. L'école militaire préparatoire technique de Benjéville a reçu le prix spécial du défilé quand le prix du chef d'état-major général des armées a été décerné à l'enfant de troupe Paul Noneba Ibrahim, médaille d'or aux 25e Olympiade panafricaine de mathématiques au Maroc. Tout en félicitant le lauréat, le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, a invité l'ensemble des soldats au travail, à la cohésion et à se détourner de la violence. Depuis quelque temps, la situation sécuritaire s'est dégradée à cause des attaques qui ont eu lieu tant à Abidjan, à l'école de police, que dans cette localité à l'intérieur du pays. Ces actions néfastes qui visent à troubler la quiétude de nos populations seront combattues et traitées avec acharnement. C'est le lieu d'inviter les frères d'armes à se détacher et à se retirer de tels actes nuisibles afin d'éviter les sentiers précaires de l'incertitude quant à leur carrière. Le général de division Touré Sekou les a également invités à la discipline, force principale des armées. Pour juguler les cas d'indiscipline, d'atteinte à la sûreté de l'État, de viol, d'absence, de vol, le président de la République, chef suprême des armées, a pris une ordonnance autorisant le chef d'état-major général des armées à rayer des effectifs des armées tout militaire passible de ces actes, sans recours à un quelconque règlement antérieur. Sur ce point, je vous exhorte chacun à son niveau à réviser son comportement pour l'image de l'armée. Un défilé des troupes à pied a mis fin à la cérémonie. Et sur la scène politique à présent, il ne reste plus que quelques jours pour le 3e congrès du RDR. Le parti multiplie les rencontres pour la mobilisation des militants. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro, a eu une série d'échanges. La jeunesse féminine du RDR et les jeunes de la commune d'Abobo, il les a appelés à se mobiliser pour le 3e congrès. Herman Givi. À quelques jours de la tenue du 3e congrès du RDR, l'effervescence pour la réussite de ce rendez-vous politique pour le parti est bien visible. La jeunesse féminine du RFR, le Rassemblement des femmes républicaines, ne sera pas en marge de cet événement. Ce message, la JFRFR, par la voix de sa présidente Mariam Diomandé et de ses membres, a tenu à le traduire au secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, rassurant les plus hautes instances du parti de leur soutien indéfectible au chef de l'État. Se félicitant de cet engagement certain, Amadou Soumaoro a appelé la jeunesse féminine du RFR à une mobilisation sans pareille autour de ce congrès. Qui peut dire qu'Alassane Ouattara ne peut pas compter sur ses enfants? Voilà le RDR de demain. On doit démontrer à Alassane Ouattara ce jour-là qu'il a le premier parti de Côte d'Ivoire. Il faut que nous soyons nombreux et nombreux. Amadou Soumaoro s'est ensuite rendu dans la commune d'Abobo, au quartier Clouécha, pour échanger avec les responsables des grains d'Abobo, pour établir ce qu'il a qualifié de dialogue direct avec la base. La base, le fer de lance du parti. Le grain, c'est un endroit de vérité. Prenez le RDR avec 2 bras. Alassane Ouattara sera au congrès. Il sera là le premier jour, il sera là le dernier jour. Que tout le monde s'organise. Le samedi 9 septembre et le dimanche 10, nous devions sortir massivement pour aller à ce congrès-là. Occasion pour les grains d'Abobo de s'exprimer, mais surtout de confirmer leur participation massive au 3e congrès pour un rassemblement des Républicains plus fort.
Les transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire rendent hommage au président de la République pour les actions entreprises au profit de leur secteur. À l'appel donc de l'Alliance des transporteurs RHDP, ces acteurs du transport se sont retrouvés dans la commune de Yopougon pour remercier le chef de l'État. Sidonie Davila. Bénéficiant d'un secteur de plus en plus assaini, les transporteurs n'ont pas caché leur joie et leur soutien au président Alassane Ouattara. Réunis au sein de l'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers RHDP, ils se sont mobilisés ce vendredi pour rappeler les acquis majeurs obtenus sous sa gouvernance et lui réaffirmer leur soutien. Un soutien qu'ils ne manqueront pas de lui exprimer lors du 3e congrès le 9 et 10 septembre prochain. Tout ce qui mène comme action favorise le voyage de nos populations et favorise le déplacement des biens et des personnes. Lorsque ces résultats sont obtenus, nous sommes bien placés pour dire que les actions du président de la République et du gouvernement emmènent le secteur du transport à atteindre ce qu'on appelle la compétitivité. C'est pour ça que nous sommes réunis. 1, pour lui dire merci. 2, pour lui témoigner notre soutien. Et 3, pour lui dire que nous sommes avec lui. À Yopougon, commune qui a accueilli la cérémonie d'hommage au président de la République, les transporteurs ont donc pris le pari pour un soutien indéfectible à leur bienfaiteur, Alassane Ouattara. Pour un RHDP fort, les acteurs du secteur du transport appellent à l'union et au rassemblement. Le RDR récompense le mérite de ses militants vivant à l'étranger. Cette initiative a démarré par les États-Unis où 15 militants du RDR ont été élevés au grade d'officier et 55 au grade de chevalier. Hommage a été également rendu aux militants disparus. Explication détaillée avec Sylvie Toury. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au grade d'officier. La distance n'a pas entamé leur flamme militante. Loin de leur pays, ils continuent d'œuvrer au rayonnement de leur parti. Le RDR, reconnaissant de cet engagement des militants des États-Unis, les a élevés aux ordres et dignités du parti. Nous attendons ce moment, il est venu, nous le savourons et nous sommes très contents. New York marque le début de l'opération de distinction des militants RDR de l'étranger, a annoncé la grande chancelière des Républicains, Sarah Sacco. La grande chancellerie, comme il l'a dit, a été créée il y a 2 ans à peu près, mais nous avons commencé les activités il y a 1 an à peu près. J'ai fait toute la Côte d'Ivoire, nous avons couvert toutes les régions. Nous commençons l'étranger maintenant avec New York. Un hommage a été rendu au premier délégué général du RDR de la région États-Unis-Canada, Feu Benmewe Soumaoro. Il a été élevé au grade d'officier à titre posthume. On reste aux États-Unis, balayé actuellement par un ouragan. Son nom, Harvey, il se déchaîne sur la côte du Texas avec des vents extrêmement violents. Plusieurs blessés ont déjà été recensés. Des inondations catastrophiques sont à prévoir. C'est le plus puissant ouragan à frapper les États-Unis depuis 2005. L'état d'urgence a été décrété au Texas et les populations sont invitées à faire preuve de la plus grande prudence face aux risques d'inondation très élevé. On évoque à présent un sujet plus reluisant et c'est dans la page culture qui s'ouvre maintenant par un festival, le Festi Bona, pour la valorisation de l'identité des peuples à Nibona. C'est la ville de Tankessé qui a abrité la première édition et cet événement culturel précède l'intronisation du futur roi du Bona, Serge Koléa. Tankessé, localité d'environ 25 000 âmes, a fait sa toilette pour accueillir la première édition du Festi Bona, le festival des Agni Bona. Un riche tableau des valeurs culturelles de ce peuple. Défilé à Oulaba, rythme traditionnel, parade des chefs, diversité des costumes et tenues vestimentaires originelles ont donné à ce festival toute sa dimension patrimoniale. À l'invitation de l'Union fraternelle des jeunes de Tankessé, les filles et fils de la région, venus de toutes les contrées, ont communié 2 jours durant. Cadres et autorités préfectorales ont salué cette initiative. Quand on a tout perdu, il nous reste la culture. Nous devons tous faire en sorte de la préserver à tout prix. Ce festival va permettre de faire connaître la culture Bona, non seulement au peuple de Côte d'Ivoire,
mais au peuple d'ailleurs, mes félicitations et mes encouragements, car pour un coup de c'est un succès. Pour les organisateurs, le Festi Bona va servir de tremplin à l'intronisation du futur roi des Agni Bona. Cette entité territoriale traditionnelle comprend en son sein 4 cantons, à savoir Amanvounan, Asuadé, Abradé et Dengasso. Une communication sur la restauration du royaume Bona, qui a besoin de ses filles et fils pour son développement, a été animée par René Yeboué-Cabran. Et on s'intéresse à un autre festival, le festival Ouan, qui vient de refermer ses portes dans la région du Bafing. Il est organisé depuis 2 ans maintenant par le Club des Amis de la Culture. Le Ouan est une période de réjouissance du peuple Dan. Explication avec Herman Niamien. 2 jours de festivités pour promouvoir la culture Dan et Maouka dans la région du Bafing. L'événement qui a mobilisé des milliers de personnes a eu lieu dans le village de Zahala, dans la sous-préfecture de Touba. Pour le Club des Amis de la Culture Dan, initiateur du festival Ouan, cet événement qui est un moment de réjouissance vise à valoriser la culture Dan. Des prestations de danse des masques Dan et Maouka ont tenu en haleine les nombreux festivaliers qui n'ont pas hésité à se joindre aux danseurs. Cette édition a été parrainée par Mariam Fatiga Fofana, présidente de la Fondation Africa Women Initiative, elle-même originaire de cette région. Pour elle, ce festival dédié à la valorisation de la culture est pertinent. En plus de promouvoir la richesse du patrimoine culturel du peuple Dan, il est également le témoignage vivant de la bonne et harmonieuse cohabitation qui règne au sein des peuples de cette région. Avec sa pérennisation, ce festival permettra non seulement de construire de nouvelles infrastructures routières pour avoir accès aux sites touristiques, de créer des réceptifs touristiques hôteliers dans la région pour accueillir les touristes. Ces acquis contribueront à la création d'emplois et par ricochet à la réduction rapide de la pauvreté dans notre région. Outre la promotion de la culture Dan, ce festival vise aussi à faire connaître les sites touristiques de la région. Ainsi, en marge du festival, une visite guidée des différents sites touristiques a eu lieu. Entre autres, la mare aux cellules sacrées de Silakoro, le forgeron de Yo et le mont Zahala. Le roman est son genre privilégié, précisément le roman Zassa, qui allie d'autres genres littéraires tels que la poésie. Vous l'avez compris, donc c'est l'heure de l'entretien avec notre invité de la page culture. Désiré Angora est l'auteur de l'œuvre Montezo, l'honneur de la tribu. C'est donc le 2e volume d'une trilogie sur la gestion du pouvoir en Afrique. Nous allons d'abord regarder le résumé de l'œuvre avec Sita Soro et revenir sur le plateau pour en discuter. Montezo, l'honneur de la tribu, est le 2e volume de la trilogie de Désiré Angoura. Pouvoir, une œuvre dédiée à la gestion du pouvoir politique en Afrique. Si le premier volume, intitulé Son Excellence César Nabékan, évoque la période allant de 1960 à la fin des années 80, ce second volume installe le lecteur de plein pied dans l'Afrique politique de la décennie 90. Montezo, qui veut dire monter haut dans la cime sociale pour être heureux, est le nom d'un personnage en quête du fauteuil présidentiel. Il est cinéaste et auteur de 2 courts-métrages. Il veut le pouvoir présidentiel pour goûter à la quintessence du bonheur, pour combler sa famille et entretenir sa tribu, celle des mangeurs de criquet. Tout comme Nzrama, le président en exercice. Christophe Montezo, dit le Christ, va combattre Nzrama, son frère de tribu, avec un seul et unique argument. Un mangeur de criquet, digne de ce nom et président de la République, de surcroît, doit s'occuper en priorité des mangeurs de criquet. Ce qui n'était pas le cas du président Nzrama, sociologue et romancier célèbre selon Christophe, qui ne pense qu'à ses livres. Va s'en suivre intrigue, coup bas jusqu'au renversement du président Nzrama. Et alors, M. Angoura, bienvenue sur notre plateau. Merci. Après donc son excellence César Nabékan, vous publiez Montezo, l'honneur de la tribu. C'est le 2e volume d'une trilogie, je l'annonçais tantôt, sur la gestion du pouvoir en Afrique. Un 3e est en vue. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive à vous plancher tant sur cette thématique de la gestion du pouvoir en Afrique? Je crois que comme écrivain, lorsqu'on a une conscience d'écrivain,
il faut pouvoir penser aux siens. Les siens, pour moi, c'est l'Afrique. Et il est bon que le pouvoir, qui est une action centrale, une chose centrale pour nous, eh bien, que nous puissions en parler, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, cette trilogie cherche à décortiquer notre gestion du pouvoir depuis 60 jusqu'à maintenant. Et justement, dans votre ouvrage, vous symbolisez l'Afrique, dont vous avez décidé d'en parler, vous l'avez dit, avec votre parole à l'africaine, avec votre sensibilité. Et cette Afrique-là est symbolisée par les roseaux verts, qui comptent 2 tribus, les mangeurs de criquets et les enleveurs de femmes. C'est vrai, c'est de la fiction, mais vous allez nous dire pourquoi ces noms, pour désigner l'Afrique, pour désigner les 2 tribus. Les roseaux verts, vous savez, le roseau est une plante qui ploie, mais qui ne rompt pas. Quelles que soient les bourrasques, vous allez voir le roseau descendre la tête, mais après se redresser. Et donc pour nous, roseau vert signifie tout simplement que l'Afrique est un grand continent. Un continent, j'allais dire, d'avenir. En conséquence, quelles que soient les difficultés, ce continent restera toujours debout. Le vert, c'est le vert de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est tout simplement la vie. D'accord. Et les mangeurs de criquets, pour désigner la tribu de Montezo et de Nzrama? Alors, vous savez que tous les peuples cherchent à se distinguer les uns des autres. Lorsqu'au roseau vert, on parle de mangeurs de criquets, à la vérité, c'est l'autre tribu qui attribue ce nom et qui est maintenue. La tribu des enleveurs de femmes? Voilà, la tribu des enleveurs de femmes. Parce que les enleveurs de femmes, eux, estiment qu'ils sont des hommes comme il faut, des hommes courageux, travailleurs, mais au contraire de cette tribu, il y a les mangeurs de criquets qui, eux, sont considérés comme des paresseux. Vous comprenez bien que lorsqu'on parle de mangeurs de criquets, les criquets sont dans la brousse, personne ne va élever des criquets. Et il est beaucoup plus facile de recueillir des criquets et de s'en nourrir. Et de les écraser. Et de les écraser, par exemple. D'accord. Alors, dans ce 2e volume, 2 fils donc d'une même tribu, donc les mangeurs de criquets, Montezo et Nzrama, se battent pour la gestion du pouvoir. Et là, ce qu'on remarque, c'est que le conflit ici est interne, il n'est pas externe. Qu'est-ce qui a provoqué la fracture? En général, vous savez, quand il y a conflit dans nos pays africains, vous verrez qu'il s'agit de tribus qui s'opposent les unes aux autres. Mais ici, c'est un cas particulier. Un cas particulier, vous avez d'un côté un cinéaste qui a fait 2 films, vous l'avez dit, Montezo, qui n'a pas un grand succès dans son métier. De l'autre côté, vous avez un sociologue, grand professeur, écrivain, qui est donc président en exercice, et les deux, ensemble, cherchent le pouvoir. Mais ce qui va se passer, c'est que Montezo estime qu'on ne peut pas être au pouvoir sans s'occuper de sa tribu. Il faut donc faire quelque chose parce que selon lui, eh bien, le président en exercice, Nzrama, n'agit pas comme il se doit. Il devrait le faire comme le faisait son Excellence César Nandekan. Il était plutôt occupé par son roman, à écrire des romans. À écrire des romans, et qu'en conséquence, il fallait faire quelque chose. Il fallait le remplacer de telle manière que quelqu'un d'autre puisse venir s'installer et gérer le pouvoir. Et ce quelqu'un d'autre, bien sûr, c'est lui-même Montezo. Est-ce que ce conflit entre les 2 fils d'une même tribu pouvait être évité? Cela pouvait être évité dans la mesure où, si l'on confiait l'affaire au chef de tribu, parce que chez nous, c'est comme ça que cela fonctionne. Quand vous dites chez nous, parlez de l'Afrique. Chez nous, en Afrique. Quand on confie cela à des chefs, naturellement... Chef traditionnel, vous voulez dire? Bien entendu, parce que quoi qu'on dise, nous venons de quelque part. Nous sommes d'une région, nous sommes d'une zone, et en conséquence, ceux qui sont nos chefs traditionnels peuvent toujours apporter quelque chose. Mais ici, il s'agit d'un jeu important. La gestion du pouvoir d'État. En conséquence, personne ne voudra agir en quoi que ce soit. Au contraire, il faut aller avec l'enfant qui va l'emporter et qui vous permettra de vous élever et donc d'avoir votre part, n'est-ce pas? Est-ce que finalement les motivations de Montezo n'étaient pas fondées quand il parle de prendre le siège pour l'honneur des vrais mangeurs des criquets, comme il le disait lui-même? Il se préoccupait de l'intérêt du peuple finalement. Voyez-vous, on ne vient pas au pouvoir d'État pour s'occuper de sa tribu. On vient pour s'occuper d'une république, d'un État, d'un peuple. Et lorsqu'on pense juste à sa petite tribu, il est évident qu'on est à côté. On agit
pour rendre le peuple heureux dans son ensemble. Et Montezo, malheureusement, qui proférait de beaux discours, mais va procéder par un coup d'État pour arriver au pouvoir. Oui, il tenait de beaux discours. Le frère de tribu a estimé que c'est parce qu'il n'était pas associé au pouvoir qu'il agissait de cette manière, puisque bien avant que le multipartisme ne soit lancé, nous sommes dans la décennie 90, bien avant que le multipartisme ne soit lancé, il avait déjà créé son parti, il avait commencé à agir sur le terrain. Le président en place, donc Nzrama, estime qu'il faut l'associer. Il faut l'associer, il le fera après moult tractations, et il finira par le prendre comme ministre de la Culture. Mais ministre de la Culture, le ministère qu'il va gérer va devenir un ministère, j'allais dire, essentiellement de mangeurs de cricket. Bien sûr, pour accéder au pouvoir, puisque par ce biais, il va avoir des rencontres, il va tisser des liens, et naturellement... Et ce n'est pas la bonne manière, justement, c'est ce que vous dénoncez. Justement, ce n'est pas la bonne manière, parce que, voyez-vous, quand on vous met dans une position, cette position doit servir à tout le peuple. Ce n'est pas juste pour votre tribu, sinon chacun resterait chez soi et agirait juste pour soi. Montezo, l'honneur de la tribu, il n'a pas honoré la tribu, il a plutôt déshonoré la tribu. Oui. Montezo est-il véritablement l'honneur de sa tribu? Je ne le pense pas, dans la mesure où il décide d'agir de telle manière à mettre en exergue sa tribu, mais vous verrez qu'à la fin, c'est lui qui devient plutôt le déshonneur de sa propre tribu. Les États africains ont lutté pour leur indépendance. Quand on traverse le temps dans vos ouvrages, parce qu'il y a eu le premier volume, donc des 60 à 80, ce deuxième volume de 90 à 2000, finalement, qu'avons-nous gagné en tant qu'État africain indépendant? Ou bien nous avons perdu? Nous avons confondu deux choses. Vous savez, le multipartisme n'est pas la démocratie. C'est la possibilité donnée à chaque citoyen de contribuer à l'action politique, de dire son mot sur la chose politique, mais en vérité, ce n'est pas la démocratie. La démocratie est une quête de longue haleine, un travail au quotidien qui permettra à chacun, selon le respect que nous devons vouer les uns aux autres, eh bien, faire en sorte que nous puissions parler le même langage, j'allais dire, regarder dans la même direction, la direction du développement et du bonheur, tout simplement. Et l'Afrique est symbolisée par ses roseaux verts. L'Afrique ne pliera pas l'échine. L'Afrique ne va pas, j'allais dire, plier l'échine. L'Afrique va aller de l'avant parce que vous savez, nous sommes le continent qui a le sous-sol le plus fourni. En conséquence, si les hommes et les femmes j'allais dire, de toute l'Afrique se mettaient au travail, se serraient les coudes et avançaient, il est évident que nous ne pouvons que remporter la victoire ensemble, pas individuellement. Merci beaucoup, M. Désiré Angoura, d'avoir été notre invité de la page culture de ce soir. L'aventure continue puisque vous envisagez de publier un 3e volume intitulé donc, je vais vous donner l'occasion de dire le titre. Madame la Présidente, Contre vents et marées, ce 3e volume qui va clôturer donc notre trilogie Pouvoir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, mais ne partez pas. Nous allons regarder ensemble ce concert dédicace de l'artiste ivoirien Naounou Paulin, de la littérature donc à la musique. On franchit un seul pas avec nos reporters David Soyo et Delphine Blas. L'amitié n'est pas forcée, j'ai privé ma loyauté, mais toi, tu ne peux que me critiquer. Tu m'aimes pas, oh, tu m'aimes pas, oh, tu m'aimes pas, je t'aime pas. C'est un message à l'endroit des personnes qui dénigrent. Naounou Paulin invite les uns et les autres à tourner le dos à la jalousie. Un titre qui figure sur son dernier opus de 14 titres, le 14e de sa carrière. Amour, jalousie, si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas, des thèmes développés. Ambiance de fête, ambiance électrique à la locodrome de Yopougon, Niagon. Naounou Paulin donne des cours de danse, aussi bien en France que dans certains pays européens. En dehors de la musique, il est professeur de danse africaine en France, appelé les Aguédés, du nom de sa mère. Il fait partie des précurseurs du polier, une danse bêtée en perte de vitesse. Les producteurs se font rares. La piraterie n'était pas assez que maintenant. Donc les mécènes étaient là.
quand tu mets de l'argent derrière un artiste, mais tu as ton bénéfice. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, qui est prêt pour aujourd'hui organiser un spectacle d'un artiste traditionnel moderne qui vient chanter dans un bar, coûte 1000 francs. Or, il doit faire peut-être une dépense d'au moins 1 million. Pour redonner vie à ces espaces, le concert dédicace de Naounou Paulin a uni les piliers de la musique traditionnelle moderne BT dans le même espace pour passer un message d'union et de paix. La paix, une vision partagée par le parrain. Les artistes de chez nous, ils se doivent d'être solidaires, mais par des actes qu'ils posent, on sent qu'il y a une certaine division ou bien quelques clivages entre eux. Je voulais les inciter à plus de cohésion, plus de solidarité. Communion parfaite entre Naounou Paulin et le public. Le concert de l'artiste Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas s'est transformé en balle poussière. Tous les piliers de la musique traditionnelle moderne étaient là, ce soir-là, pour faire la fête. Et vous continuerez à danser le polier chez vous à la maison. C'est la fin de ce journal supervisé par Michel Digré. Merci à la réalisation et à toute l'équipe technique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur RTI1.